Acheter, c'est bien. Lire, c'est mieux. Salut l'équipe, c'est pas trop logique. On se retrouve aujourd'hui dans le bilan lecture de cette mi-septembre, fin septembre. Donc dans lequel je vais vous parler de toutes les lectures que j'ai effectuées depuis le début septembre. Pourquoi j'en parle maintenant et pas à la fin septembre? Tout simplement parce que j'ai déjà énormément lu de manga, donc j'ai pas envie de vous faire une vidéo qui dure une demi-heure. Déjà que c'est pas dit que celle-là ne dure pas déjà une demi-heure. Vous avez l'info juste en dessous, moi pas encore. Comme je vous ai montré la semaine dernière dans le bilan achat, j'ai acheté 17 tomes. Ça c'était en août. J'ai acheté d'autres tomes en septembre que j'ai lu avant ce doute, parce que je suis un con qui cède à la hype et à ma hype à moi. Donc je vais sûrement vous spoiler la vidéo prochaine des bilans achats septembre, mais en même temps je pouvais pas m'empêcher de lire certains ouvrages que je vais vous présenter. Donc on va directement commencer par le dernier ouvrage que je vous ai présenté lors du bilan achat. Mon mari dort dans le congélateur. Donc acheté neuf aux éditions Akata au mois d'août. C'était une nouvelle sortie en 2 tomes, comme je vous l'ai raconté lors du bilan lecture, pardon, du bilan achat. Je me suis laissé avoir par le titre. Et de quoi ça parle? Bah en fait, c'est un peu dans le titre. C'est vraiment au tout début du manga, il n'y a aucun spoil. C'est une femme qui tue son mari parce qu'il est violent. Et elle décide de le mettre dans le congélateur familial. Et par rapport à ça, il se passe des choses un peu cheloues. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas fou. Donc déjà, pour commencer, au niveau de la réalisation, c'est-à-dire surtout au niveau du dessin et du découpage, ça fait le taf. C'est pas mal, ça change surtout des shonen, parce que forcément on est sur un seinen, donc le trait doit être réaliste et un peu plus dur. On parle quand même de meurtre. Et franchement, ça fait le taf. Pour vous décrypter un petit peu, le mari, qui est donc tué au début du roman, c'est un gros connard. Voilà, disons les mots. Et du coup, son chara design reflète le fait qu'il soit froid et manipulateur. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur avec un dessin de montrer la personnalité de quelqu'un. Bah là, ça le fait. Et c'est pas un méga shonen, un méga triple A comme on pourrait le dire. C'est un petit seinen qui perd pas de mine en 2 tomes. Donc franchement, c'est pas mal. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, disons que le tome 1 reste un peu sur sa fin. C'est-à-dire que là, la seule hâte que j'ai, c'est de lire le tome 2, mais c'est pas pour les bonnes raisons. C'est pas parce que j'ai envie de savoir ce qui se passe, parce que l'histoire m'a prise au cœur. C'est tout simplement parce que j'ai trop de questions sans réponse. Donc vous me direz, le travail il est fait parce que j'ai envie d'acheter le tome 2, mais c'est pas pour les bonnes raisons, c'est pas l'univers qui m'a pénétré, l'histoire qui m'est incroyablement personnelle ou qui m'a touché au cœur. Non, non, pas du tout, c'est juste j'ai envie vraiment de savoir ce qui se passe. C'est un peu comme, je sais pas, une pochette surprise, voilà. Tiens, une pochette surprise, il y a quelque chose à l'intérieur, ça peut être incroyable, ça peut être nul. T'as juste envie d'ouvrir, donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai envie d'acheter le tome 2. Après, attention, l'histoire est pas mal fichue non plus. Mais comme je le dis, elle me touche pas pour les bonnes raisons. Au final, c'est une œuvre qui se laisse lire, ça restera pas dans les annales, c'est en 2 tomes dans tous les cas, donc ce sera pas le manga de l'année. Mais ça peut être pas mal. Je vais voir le tome 2 et je vous en parlerai plus du coup dans le bilan lecture de décembre, janvier, février. Pour redescendre un peu sur Terre, Vinland Saga 2, donc sur Terre gelée. Donc Vinland Saga, je vais vous le présenter dans les grandes lignes, ça parle de vikings. Voilà, donc personne n'a envie de le lire quand je vous dis ça. Non, Vinland Saga, c'est incroyable. J'ai lu que le tome 1, maintenant j'ai lu le tome 2, et ça met une claque. C'est historique, c'est un shonen, avec le vrai esprit shonen, un peu torturé, parce que c'est pas un héros qui veut accomplir de grandes choses, hein, c'est un héros qui veut se venger de la mort de son père. Et en parlant de ça, c'est ce que parle ce livre. Ce tome 2 raconte la mort du père du héros. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Au niveau du dessin, ça va être simple, ça va être très rapide. C'est fou. C'est fou. Les corps se brisent, les armes se craquent, l'hémoglobine est jaillie de tous sens, de tous parts. Les dessins sont bruts et mignons à la fois quand il y a des scènes un peu mignonnes, un peu drôles. Non, franchement, c'est trop bien. Je vais essayer de voir des images à l'écran, c'est vraiment trop bien. Le niveau dessin, c'est une pépite, ça fait le taf que ça doit faire. Attention, forcément, hein, c'est pas du Yusuke Murata. Mais ça reste vraiment bien, ça fait le taf pour l'histoire que ça veut raconter. Au niveau de l'histoire, on est sur un tome 2, donc je préfère pas spoiler les personnes qui n'ont pas encore lu le tome 1 ou qui sont pas encore lancées dans l'animé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un tome un peu de, je dirais, transition. Alors je m'explique, ça raconte quand même la mort du père du héros, donc c'est pas un spoil, hein, c'est dans les 3 premiers chapitres du tome 1, donc vraiment si vous êtes spoilé par ça, c'est que vous n'êtes pas du tout intéressé au manga. C'est quand même un événement marquant du coup, la mort de ce père, mais en fait vu qu'on nous l'a annoncé au tout début du manga,
même si sa mort est épique, attention, je remets pas du tout ça en question, bah ça lâche un peu sur sa fin. C'est comme si je vous dis, attention, il y a un gorille qui va arriver à la 5ème minute et 42ème seconde, même si le gorille est magnifique, on sait que ça va arriver. Donc niveau intérêt dans l'histoire, bon forcément il fallait le raconter, hein, attention, ça je dis pas le contraire, mais j'aurais préféré voir un peu plus l'histoire avancer, un peu voir l'évolution du personnage par rapport à sa relation avec l'assassin de son père. Alors forcément pour voir l'évolution du personnage, il faut voir d'où on est parti, donc je remets pas du tout en question ce passage de l'histoire. Mais j'aurais aimé que dans le tome il y ait un peu plus. Pour rester au rayon des shonen, le tome 1 de Kemono Incidents. Kemono Incidents, comment je pourrais vous le raconter? C'est un peu comme si les X-Men étaient des monstres. Voilà, je sais pas si c'est bien raconté, si vous voyez un peu ce que je veux dire. En gros, dans un monde moderne qui pourrait être totalement notre univers actuel, il y a des êtres un peu magiques, un peu démoniques, comme des ghouls, des vampires, des araignées magiques, ce genre de choses. Un peu qui est un peu de l'heroic fantasy, j'aurais envie de vous dire, dans le type de monstres, qui ont eu des enfants avec des humains. Et du coup, ces espèces de sang mêlés ont une apparence humaine, entre guillemets, et des habiletés de leurs parents qui sont pas humains. Donc voilà. Ça parle un peu de ça, et on suit le héros qui est à moitié homme, et moitié... ça arrive tard dans le tome 1, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Qui s'est recruté par un espèce de gars qui est spécialiste dans ces êtres un peu mixtes. Et on suit son départ de son village natal et son arrivée à la fin du tome dans Tokyo. Donc je sens que ça va partir sur un trip shonen que j'aime bien, un peu peut-être à la Jujutsu Kaisen, bon peut-être pas, bon voilà, je spoil pas, c'est un tome 1, il y a 13 tomes sortis, il y en a sûrement qui l'ont vu dans les commentaires, qui pourraient m'en parler un petit peu plus sans me spoiler, mais en tout cas ça part bien. Au niveau du dessin, c'est du shonen, j'en demande pas beaucoup, les scènes d'action sont bien, les scènes un peu horrifiques sont bien aussi. C'est bien dessiné, c'est un trait qui peut être simple, c'est-à-dire que les arrière-plans sont pas non plus hyper détaillés, mais comme je vous le dis, c'est pas ce que je demande à un shonen. Au niveau de l'histoire, c'est pas super original, parce que bon, des êtres qui se révèlent être des espèces de monstres et qui doivent vivre avec la société, bon, il y a du Tokyo Ghoul, il y a du Jujutsu Kaisen, il y a du Naruto, si on va un peu au bout du délire, mais la direction prise m'intéresse vachement, ça me fait penser un peu à ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le premier tome de Jujutsu Kaisen, en tout cas quand j'ai lu l'anime. Donc voilà, à voir ce que ça peut faire pour la suite, ce que ça peut donner pour la suite. J'ai déjà acheté le tome 2, petit spoiler pour le bilan achat, on verra. On quitte le shonen pour un univers un peu plus mignon, The Quintessential Counterparts, ou comme j'aime l'appeler, QQ. QQ, de quoi ça parle? C'est un mec qui doit donner des cours particuliers à 5 jumelles, donc on appelle ça des quintuplés, qui se ressemblent trait pour trait, c'est un peu le but, mais avec 5 personnalités totalement différentes. Et au tout début du tome 1, on nous spoil, entre guillemets, qu'il va se marier avec l'une des 5. Le problème c'est qu'on sait pas laquelle puisqu'elles se ressemblent toutes. Donc le manga raconte un peu leur histoire, comment elle a réussi à petit les faire s'ouvrir à lui, et surtout laquelle il va marier. Donc voilà, c'est super mignon, c'est super bien écrit. Bon, c'est pas non plus du Shakespeare, hein, dans les relations humaines, on n'est pas sur du free-reine pour les personnages qui s'attachent les uns aux autres, mais c'est mignon tout plein. Le personnage est relativement attachant, un peu comme les 5 jumelles. J'en ai une que je préfère plus que les autres, j'espère que c'est elle qui va se marier, on verra. En tout cas voilà, ce tome 2 approfondit les choses du tome 1, rentre un peu plus dans la personnalité des personnages, un peu plus dans la personnalité du héros également. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Il y a une scène un peu cliché avec un festival d'été et des feux d'artifice. Ça rend bien, on sent un petit peu l'émotion, on sent presque l'odeur des popcorn et de la glace. Donc c'est quelque chose que j'ai vu cet été, donc ça m'a fait plaisir. Donc voilà, on va sûrement continuer la série parce que ça me fait plaisir comme lecture. Ça change un peu des seinen que j'ai l'habitude de lire ou des shonen qui se prennent pas trop la tête. Là on est sur une histoire d'amour un peu classique, même si en général même si une histoire d'amour avec des quintuplés, ça sort un peu de l'ordinaire. Mais là c'est mon petit moment un peu mignon, un peu coussin, un peu fluffy pour moi. Donc je vais continuer la lecture et sûrement me faire je crois que c'est 15 tomes. Donc voilà, The Quintessential Quintuplets, tome 2. Violence Action, tome 2. J'ai été déçu. J'ai vraiment été déçu. Violence Action, ça parle de quoi? Ça parle d'une lycéenne qui veut devenir comptable, qui a, je crois, 16 ans, mais qui est tueuse à gages. Ça ne peut que être intéressant. Effectivement, le tome 1
avait laissé des traces dans mon esprit. J'avais vraiment apprécié que ce soit le trait, l'histoire, les personnages, le côté sombre, le côté mignon, le côté un peu mais qu'est-ce qui se passe. J'avais vraiment apprécié dans le tome 1. À la fin du tome 1, pour pas spoiler, il se passe quelque chose avec un personnage secondaire. J'avais trop hâte de savoir ce qui allait se passer dans ce tome 2 par rapport à ça. Et au final, bah, ils s'en parlent pas. Donc déjà, mes attentes ont un peu été déçues, donc ce qui a peut-être expliqué le fait que moi-même je sois déçu par ce tome-là. Mais au-delà de ça, là, on nous présente un personnage nouveau. Pour ceux qui ont lu le manga, vous verrez de laquelle je parle. Et je m'en suis littéralement battu les cacahuètes. Le personnage m'a pas trop touché. Alors attention, au niveau mise en scène, histoire et background, c'est bien foutu. Mais ça m'a pas touché. Et le principe du neuf quand même, en tout cas du neuf comme ça, c'est quand même de toucher le lecteur. Ou au moins de le choquer, le titiller. Et moi ça m'a pas du tout touché. Peut-être que c'est ma faute. J'attendais trop de voir le justement personnage secondaire de la fin du tome 1 avoir une place essentielle là-dedans. C'est pas le cas. Je vais quand même acheter le tome 3 quand il sortira. Parce que ce personnage secondaire que justement dont je vous parle, j'ai envie de le voir. J'ai envie de voir ce qui va devenir. Mais si ça continue dans cette direction-là, je vais peut-être pas faire toute la série. No Longer Rangers tome 1. Ça parle d'un univers où les Super Sentai type Power Rangers ont gagné contre les forces du mal. Sauf que elles ont gagné vachement rapidement. Et au niveau marketing, ça faisait du bien pour les Power Rangers justement d'avoir cette présence maléfique. Ça faisait vendre des goodies, ça faisait rejoindre l'armée, c'était bon pour l'économie tout simplement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé un pacte avec les méchants pour faire croire que les affrontements continuent. Alors que non. Ils ont capitulé il y a 11 ans les poteaux. Et on suit quoi? On suit justement un méchant, mais un troupion. Justement ils appellent ça un troufion. Un troupier, bon moi j'ai appelé ça un troupion du coup. Un troufion qui en a marre de se faire déglinguer la gueule chaque dimanche. Et qui décide de se rebeller contre l'ordre mondial. Sauf qu'il pue la mort. Le troufion, il a quasiment aucune habilité de combat. Et il se fait déclencher même par la pire des recrues des Rangers. Du coup, il va essayer d'infiltrer justement l'ordre des Rangers et de détruire ça de l'intérieur. Alors le speech, je trouve ça incroyable. Moi, direct, j'ai eu envie d'acheter. C'est pour ça que je l'ai acheté. D'ailleurs, je l'ai trouvé d'occasion pas très cher, donc justement. Et du coup, c'est vachement bien. Ça pourrait presque se rapprocher d'un sanctuary dans l'esprit. Quelqu'un, justement, le méchant, qui essaye d'infiltrer les gentils. Alors que les gentils ne sont pas forcément des gentils pour renverser le pouvoir. Ça me fait un peu penser à un Yakuza, par exemple, qui pourrait infiltrer les œuvres politiques pour enlever toute corruption. Si vous voyez ce que je veux dire. En plus, ça a l'esprit un petit peu shonen, parce que le personnage a des pouvoirs, des habilités, donc je vais pas vous révéler, mais qui sont vachement intéressantes. Mais à part ça, il est vraiment nul. Du coup, il doit s'entraîner, il doit ruser, il doit combattre des adversaires beaucoup plus forts que lui. C'est un shonen, sauf que c'est un méchant. Et c'est trop bien. En plus, à la fin de ce tome 1, il y a un espèce de petit cliffhanger avec un personnage qui est potentiellement crevé. Donc j'avais juste une hâte, c'est acheter le tome 2 que j'ai acheté, que j'ai lu et que je vous parlerai du coup dans le prochain bilan lecture. Donc voilà, The Longer Rangers, paye pas de mine, mais c'est vraiment bien. Slice of Life, la hype de ce mois de septembre. Slice of Life, de quoi ça parle? C'est un mangaka qui a eu du succès à une époque, mais un succès vraiment modéré, et qui vit dans une petite ville, une petite île même, au Japon. Le problème, c'est qu'il parle de fantasy et qu'il maîtrise pas non plus vraiment beaucoup ce genre. Alors, sous conseil de sa directrice artistique, il décide de faire du tranche de vie en parlant de, justement, la vie sur une petite île au Japon. Et ça devient un banger. Et justement, ça nous parle lui-même de sa vie dans sa petite île. Alors pour vous situer, on suit la vie d'un mangaka sur une petite île qui dessine la vie de 4 jeunes sur une petite île. Voilà, je sais pas si au niveau méta vous voyez un peu où je veux en venir. J'avais vu des avis super positifs et je peux que partager ces avis là. Ça a une petite vibe Bakuman. Alors pas aussi pointu que Bakuman, on va pas au fin fond de l'édition, au fin fond de la prépublication et des détails comme les classements, etc. Mais ça a une petite vibe créateur en galère, qui veut faire du succès, qui cherche comment faire du succès, et qui arrive avec le fond de son cœur. Ça m'a touché, voilà, en tant que moi-même créateur, ça pouvait que me toucher. En plus, le personnage est un espèce d'ikikomori, c'est-à-dire ermite moderne, comme on en voit au Japon. Et il y a tellement, en tout cas à mon sens, peu d'œuvres qui parlent vraiment de cette phobie sociale,
que moi je pouvais que adhérer. Au niveau des dessins, c'est vraiment bien, au niveau du découpage, c'est vraiment bien, j'essaierai de mettre des images à l'écran. Pareil au niveau des émotions, on voit vraiment le doute et la joie du personnage quand il doute et qu'il est content. Je ne peux que la partager. J'ai l'impression que quand elle est publiée, c'est une de mes vidéos qui a explosé, je pourrais ressentir la même joie. Donc voilà, je suis vraiment agréablement surpris de ce petit tome. La hype modérée, hein, on n'est pas sur du Kaiju numéro 8, était justifiée et je vais sûrement me faire la suite. Golden Guy, tome 1, je me suis fait avoir par Authentique. Il en parlait comme un banger. Je peux comprendre ce qu'il kiffait, hein. D'habitude je partage les goûts d'Authentique d'ailleurs. Mais là, je dirais pas que j'ai pas aimé, mais je dirais que ça a été surcoté. Ça parle de quoi? Ça parle de Yakuza qui est mêlé à une espèce de chasse au trésor, de règlement de compte interfamille. Non, ça sent bon le Yakuza, justement, c'est tout ce que je demande dans un manga. J'ai pas lu beaucoup d'œuvres de Yakuza ou j'ai pas lu beaucoup d'œuvres de Furio. Donc, bon, je mets les deux dans la même catégorie, vous avez compris pourquoi. Et justement, je découvre ce Golden Guy. Et au début, ça sent bon. Les dessins sont matures, les coups sont réels. Il y a une attention aux détails de la destruction. Pour une petite scène de coupage de doigts, j'en dis pas plus, c'est fou, ça m'a marqué. Au niveau de l'histoire, pareil, ça peut être intéressant. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va trop vite. J'ai pas eu vraiment le temps de m'attacher au personnage en ce tome 1. Qu'à la fin, il lui arrive quelque chose de pas fou. Bah, je ressens rien pour lui en fait. Donc voilà, j'ai été un peu déçu, Authentique. Je partage pas trop ton avis sur le fait que ce soit un gros banger. C'est pas mal. Je vais sûrement faire la suite parce que je suis un pigeon et j'ai envie de savoir ce qui se passe après. Le seul mérite que je trouve au-dessus du lot pour ce manga, c'est que c'est mon premier mangetsu et que du coup ce sera dans la vidéo justement de challenge Authentique. Donc Authentique, double dédicace à toi. Undead Unluck tome 7. Alors je sais, je vais à contre-courant. Justement avant un manga qui a été censé être apprécié que je n'ai pas aimé. Et là Undead Unluck, un shonen justement qui est apprécié autant que détesté. Pourquoi déjà j'aime Undead Unluck? Alors je pense que la raison principale au fait que je kiffe Undead Unluck, c'est le fait que c'est l'un des premiers mangas en des shonen que j'ai lu depuis que j'ai repris les mangas cette année. Donc pour moi ça avait le mérite d'être original. Ça faisait longtemps que j'avais pas découvert un nouveau shonen. Je suivais forcément les One Piece chaque semaine. Mais une nouvelle œuvre à part entière avec son propre univers, avec ses propres pouvoirs, ses propres codes, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Découvrir ça, pour moi, ça a été vraiment excellent. Un personnage qui ne peut pas mourir, qui veut mourir, et un autre personnage qui a les capacités de le faire mourir parce qu'elle porte la guigne. Je suis désolé, sur papier, ça vend du rêve. Après, j'avoue, au niveau du dessin, c'est du shonen, c'est pas non plus foufou. Par contre, moi, je trouve que l'histoire est vraiment prenante. L'univers mis en place me fait délirer. Moi, je me rappelle voir tome 3 ou 4, avoir des souvenirs des tomes 2, du tome 1, des choses qui ont été mises en place en mode détail, qui reviennent et qui expliquent pas mal de choses. Alors, c'est pas du level de One Piece, c'est pas du level des Titans, mais moi, ça me fait kiffer. Ce tome 7, un peu plus au bout des choses. Moi, j'ai juste une frayeur par rapport à Undead Unluck, c'est qu'il s'arrête trop tôt. Par exemple, il y a eu un grand méchant qui a été révélé dans les tomes précédents. Je trouve qu'il a été révélé de façon beaucoup trop abrupte. Pour ne citer que One Piece, par exemple, Barbe Noire, ça fait quand même pas mal de temps qu'on en entendait parler avant qu'il se révèle être vraiment un grand méchant. Là, je suis désolé, c'est presque limite un soufflet qui tombe à plat. Bon, j'aime beaucoup quand même Undead Unluck. Ce tome 7 va directement dans la continue d'histoire. J'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment la série que je fais Day One, forcément obligé. Donc voilà, Undead Unluck, même si je suis le seul à apprécier, j'apprécie. Et enfin, le banger pour moi de ce mois de septembre, ou en tout cas de ce début de mois de septembre, Trillion Game. Alors là, pour le coup, Authentique, je suis d'accord avec toi. C'est incroyable. Trillion Game, de quoi ça parle? C'est deux amis de lycée, plus ou moins. Un geek qui maîtrise vraiment tout ce qui est internet, ordinateur, etc., qui a des compétences d'ingénierie de fou. Et ce personnage en couverture, je crois qu'il s'appelle Haru, qui est un commercial. Il parle bien, il présente bien. C'est le roi des exubérants, c'est le roi des égoïstes, comme il dit dans le manga. Et les deux ont pour objectif d'avoir 1 trillion de dollars. Alors 1 trillion de dollars, c'est pas la même chose en français qu'en anglais. En gros, ils veulent avoir assez d'argent pour pouvoir acheter Amazon, Tesla et je crois que c'est Google. Et pour ça, il leur faut 1 trillion de dollars pour pouvoir devenir les maîtres de ce monde. Et dans ce tome 1, on suit justement le début de leurs aventures.
Et je suis désolé, mais c'est trop bien. L'aventure, le rythme, les personnages sont parfaits. Je sais pas si c'est considéré comme un shonen ou un seinen, c'est un seinen, voilà, c'est bien ce que je me disais. Parce que au niveau des traits des personnages, on pourrait croire que c'est un shonen, deux personnages qui débarquent un peu nulle part avec 2-3 habilités et qui vont grimper les marches de ce monde. Sauf que dans le fond et dans la forme, ça ressemble vraiment à un seinen. Les traits sont durs, les traits sont détaillés, les arrière-plans sont détaillés. Il y a 2-3 scènes qui laissent entrevoir un petit téton par exemple. Ça parle, ça fait des défis sur lesquels une femme deviendra la chienne d'un des personnages. Donc pour moi c'est un espèce de mélange entre seinen et shonen que j'apprécie beaucoup. Ça laisse entrevoir du très bon pour la suite. Je sais que c'est les auteurs de Sanctuary qui est aussi, alors les auteurs ou le dessinateur, je crois que c'est le dessinateur de Sanctuary qui a fait aussi des bangers par le passé. Donc moi j'ai trop hâte de voir la suite. C'est vraiment la recommandation que je peux vous donner. Dessin, c'est fou. Histoire, c'est fou. Émotion, c'est fou. Ça m'a donné les petits frissons. Les petits frissons un peu nuls, vous savez, quand il y a un acte héroïque ou un sacrifice. Ça me les a donnés sans acte héroïque ou sacrifice. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce Trillion Game. Et attendre de voir la suite. Donc voilà, c'est fini pour ce bilan achat. J'en suis à une demi-heure de rush. J'espère que c'est comestible pour vous et que vous avez bien repéré le gorille à 5 minutes 42 si je me rappelle bien. Du coup, je vous donne rendez-vous pour le prochain bilan lecture, j'espère, dans 2 semaines pour pas avoir non plus une demi-heure de vidéo à faire. Et d'ici là, salut l'équipe. Voilà.